Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Avant la migration des oiseaux sauvages, 64 millions de canards d'élevage sont en train d'être vaccinés contre la grippe aviaire. Cette campagne est un soulagement pour les producteurs chez qui la rédaction de Via Occitanie s'est rendue dans un instant. Depuis le 1er octobre, la baguette de pain n'a plus tout à fait le même goût. Vous vous en doutez, elle contient désormais moins de sel, selon une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. Via ATV Martinique nous expliquera pourquoi dans ce journal. À Cestas, en Gironde, des scientifiques testent depuis près de 20 ans des solutions innovantes pour une gestion à la fois écologique et économique durable de la forêt. TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest à Bordeaux, nous en révélera la teneur. Enfin, nous irons à la rencontre de Bernard qui, à 67 ans, vient d'obtenir son diplôme de docteur en médecine, et qui va exercer. TBO a rencontré ce personnage hors du commun pour nous. Mais commençons ce journal avec Octobre Rose, la campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à collecter des fonds pour la recherche. À Bastia, depuis 5 ans, une marche réunit des centaines de participants à travers les rues de la cité. Une marche dans la bonne humeur, comme l'explique le docteur Orsini Soli, au micro de Gilles Piericci pour Télé Paese sur place. C'est le démarrage du mois d'Octobre Rose. Donc pour nous, c'est la fête. Et puis en même temps, c'est la possibilité d'avoir beaucoup de dons aussi à l'occasion d'aujourd'hui, mais aussi de toutes les marches qu'on va avoir durant le mois d'octobre, parce que nous en avons une dizaine, plus de nombreux autres événements. Tout à fait autre chose, rendue obligatoire par la France, la vaccination des canards contre l'influenza aviaire a débuté pour le plus grand soulagement des producteurs de foie gras. 64 millions de palmipèdes vont être vaccinés ces prochaines semaines pour limiter la propagation du virus et permettre enfin aux éleveurs de mettre fin à cette épizootie qui sévit depuis près de 3 ans. Geoffrey Priol s'est rendu dans le Gers pour Via Occitanie. Regardez. Plus de 10 000 canards sur les 30 000 de cet élevage à la Barthette à l'ouest du Gers sont vaccinés contre la grippe aviaire. Une vaccination nécessaire et attendue par les éleveurs fortement impactés ces dernières années. On n'a pas voulu rentrer les canards tant que le vaccin n'était pas là. C'était impossible de continuer ainsi, autant arrêter. Donc c'est un soulagement pour nous enfin que le vaccin soit là. La vaccination est obligatoire et réalisée par des vétérinaires qui se rendent dans les élevages. Elle est effectuée sur des canards âgés de 10 jours par voie sous-cutanée avec une deuxième dose de rappel 18 jours plus tard. C'est une vaccination qui limite très bien l'apparition de signes cliniques. Par contre, on ne peut pas être sûr et certain qu'il n'y ait pas d'introduction de virus sauvage quand même dans l'élevage. Et c'est pour ça qu'on réalise en fait en parallèle un gros monitoring dans l'élevage à partir du moment où ils sont vaccinés pour vérifier qu'il n'y ait pas de virus sauvage qui circule. Coût total de cette vaccination cette année pour les 64 millions de canards, 100 millions d'euros couverts à 85% par l'État cette année et en 2024. Le vaccin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réduire la capacité de diffusion, il va réduire les effets. Voilà. Et c'est ça qu'on voulait, c'est qu'on ait une diffusion qui se limite et qu'à terme, on puisse voir, si ce n'est disparaître, en tout cas voir de façon résiduelle réapparaître des foyers. Une protection collective pour favoriser une filière qui espère se relancer pour les fêtes de fin d'année, sans l'ombre de la grippe aviaire. Vous l'avez sans doute remarqué, notre baguette de pain n'a plus du tout le même goût. Depuis le début du mois, les professionnels de la filière ont diminué la quantité de sel dans le pain afin de contribuer à la réduction de 30% de la consommation de sel à l'horizon 2025, préconisée par l'Organisation mondiale de la santé. Aude Sioultidas s'est rendue dans une boulangerie de Fort-de-France pour ATV Martinique. Regardez. Un petit déjeuner ou en encas, la baguette de pain est un indispensable pour Alix. Un sandwich le matin et ensuite je vais travailler. Son pain du jour a sa saveur habituelle. Pourtant, dès ce 1er octobre, le taux de sel présent dans la baguette diminue. Elle passe de 1,5 g à 1,4 g pour 100 g de farine. Un changement recommandé par le gouvernement, notamment pour lutter contre l'hypertension artérielle. Le changement passe inaperçu pour les clients de cette boulangerie. Surtout pour les petits, nous on essaye de réduire le sel.
Du coup, moins il y a de sel dans une baguette, mieux c'est. Si le goût est toujours là, de toute façon, c'est le principal. Si le gouvernement a décidé comme ça, je pense que pour nous, c'est une bonne chose. Surtout nous, les Martiniquais, nous mangeons beaucoup salé, beaucoup sucré. Non, ça peut être qu'une bonne chose. À l'atelier, la mesure est en vigueur. On avait déjà l'habitude de baisser en sel, on était tombé sur les 16 grammes au kilo. Donc la législation actuelle nous oblige à descendre à 14 grammes, mais ce qui ne fait pas une différence vraiment notable. Donc le client ne va pas l'apercevoir. C'est bien de descendre le sel par rapport à la santé des gens sans altérer le goût. Parce qu'il faut quand même qu'on garde notre baguette craquante, croustillante et avec le goût qu'on a toujours connu. La bataille contre le sel n'est pas un combat français. L'Organisation mondiale de la santé recommande de réduire de 30% sa consommation de sel quotidienne d'ici 2025. En moyenne, un adulte doit consommer 5 grammes de sel par jour. En France, l'adulte type en consomme 2 à 3 grammes de trop. Sans transition, pour aider à la protection des populations civiles, l'association Gilets Ukraine sillonne la France à la recherche de gilets pare-balles à la date de viabilité dépassée. Ces gilets sont reconditionnés dans un atelier protégé de Bretagne pour être remis aux autorités ukrainiennes. L'association a reçu 30 gilets de la part de la ville de Limoges. Au total, ce sont plus de 3000 gilets qui, à ce jour, ont été reconditionnés et expédiés. Voici le reportage de notre partenaire, c'est à Limoges, sur place. Un gilet pare-balles a une durée de vie optimale de 5 ans. Habituellement, ils sont détruits ou partiellement recyclés dans le meilleur des cas. Une association a lancé une opération de collecte auprès des polices municipales afin de les expédier pour la protection des civils en Ukraine. En fait, plutôt que de les détruire en les brûlant, on préfère donc du coup les envoyer en Ukraine à destination des civils pour les protéger directement. On est à plus de 3000 gilets pare-balles envoyés en Ukraine et également en Arménie parce qu'on se mobilise aussi sur les événements en Arménie. Le gilet pare-balles fait désormais partie du paysage. Les forces de l'ordre s'équipent pour travailler au quotidien. Alors ce qui se passe, c'est que d'une fois qu'il a été utilisé, c'est une matière qui est souple, le Kevlar, à la fois résistant et souple. Il peut quand même tomber, il est résistant. Il est résistant également aussi à l'eau. La composition, c'est plusieurs packs de Kevlar qui vont amortir les balles. Les gilets restent efficaces au-delà de la durée d'usage préconisée. Nous avons une autre utilisation au service des populations. Cette hyperconsommation systématique avec les durées de préemption sont quand même très particulières à nos sociétés occidentales. C'est une trentaine de gilets que la police municipale de Limoges a remis à l'association. Ces gilets vont être traités en Bretagne et transiteront par la Pologne avant la remise aux autorités ukrainiennes. Voilà, et l'association ne compte pas s'arrêter à l'Ukraine. Une première cargaison de gilets pare-balles vient d'arriver également en Arménie, toujours dans l'optique de protéger les civils de ce pays en guerre. Comme chaque semaine, je vous propose de partir à la découverte des innovations remarquables des territoires en matière de responsabilité environnementale. Commençons avec ce concept présenté par Renault au salon X-Mobility du Mans, qui regorge, vous allez le voir, d'intelligence artificielle. Des innovations rendues possibles grâce à un partenariat entre la marque aux losanges et de grands groupes français. Anthony Piton aurait bien aimé l'essayer pour notre partenaire LMTV Sarthe. Hello, Marion. Do you want to enter? Yes. C'est un prototype qui sert de laboratoire. À bord de la Human First Vision, plus d'une vingtaine d'innovations promettent une expérience inédite. La première expérience, c'est la surveillance en fait, des données physiologiques avec ton électrocardiogramme. C'était assez impressionnant, je dois dire. Je suis arrivée, la voiture qui s'ouvrait toute seule. On a pu aussi mesurer mon cœur. On a même pu me dire si j'étais stressée. Reconnaissance faciale, surveillance de l'état de santé du conducteur ou encore son immersif par des bulles sonores privatives. On est plus proche d'une intelligence artificielle roulante que d'une simple voiture moderne. Dans le cas en fait, où le conducteur est en train de faire un malaise. Donc ça peut être détecté par le véhicule va prendre un certain nombre d'actions, par exemple de garer le véhicule et de contacter en fait, les urgences, une ambulance, voire même de faire une visioconférence avec un docteur. La Human First Vision restera un concept car, mais ses fonctions seront reprises dans les futurs modèles Renault. On a voulu démontrer l'écosystème, qu'il fonctionnait, et puis montrer que cet écosystème il était capable d'amener des produits, des services dans la mobilité de demain. Et on aura dès 2025 un certain nombre des innovations qui apparaîtront dans des véhicules de série. Bon nombre des technologies du prototype pourraient donc un jour faire partie du quotidien. Voilà, cette technologie mise en œuvre
ont pour ambition, vous en doutez, de diminuer l'impact carbone des véhicules du futur. Trouver des solutions innovantes, c'est aussi l'ambition des scientifiques qui testent depuis près de 20 ans des solutions innovantes pour une gestion à la fois écologique et économique durable de la forêt en Nouvelle-Aquitaine. Dominique Parmentier du groupe Sud-Ouest s'est rendu à Cestas en Gironde pour TV7. Regardez. Dans cette parcelle expérimentale appelée Arboretum, les chercheurs de l'INRAE ont planté il y a une douzaine d'années une trentaine d'espèces d'arbres de provenance différentes pour tester à la fois leur productivité et leur adaptation au changement climatique ici, dans notre région. C'est des cyprès sains. Donc on voit que ces espèces-là ne sont pas adaptées justement à cet environnement. On voit déjà plusieurs sujets morts. On voit ici tout en haut une descente de cimes très très nette. Quant aux eucalyptus, s'ils ont poussé ici plus vite que d'autres espèces, une autre expérimentation consiste justement à mélanger les essences en introduisant des essences plus méridionales, mieux adaptées aux fortes chaleurs et à la sécheresse. Ici, sur cette parcelle conservatoire, on travaille sur l'amélioration génétique du pin maritime. Il faut savoir que c'est une espèce qui détient une très grande diversité génétique. Chaque population de pin maritime s'est adaptée pour des environnements très différents. Donc dans le cadre d'un programme d'amélioration génétique du pin maritime, on va chercher à croiser des individus issus de ces différentes populations pour essayer de rassembler chez un même individu des caractères favorables. Un peu plus loin, on expérimente ce qu'on appelle des itinéraires sylvicoles innovants. On teste différentes manières de cultiver la forêt en vue d'adapter la sylviculture du massif landais au changement climatique. On a des itinéraires intensifs à vocation de production de bois ou de biomasse et on a également des itinéraires plus agroécologiques. Des expériences menées avec et pour les acteurs de la gestion forestière, qu'ils soient publics ou privés. À l'heure où la filière textile vosgienne se cherche un avenir, le centre d'essai textile lorrain, installé à Épinal depuis une vingtaine d'années, s'avère être un atout pour imaginer et lancer de nouveaux produits. Le laboratoire a présenté il y a quelques jours un prototype de machine d'explosion à la vapeur qui doit faciliter le recyclage du bois et des fibres textiles. Un reportage de notre partenaire Vosges Télévision sur place. Sorte de cocotte minute géante, cette machine est l'objet de toutes les attentions. Ce prototype d'explosion à vapeur doit participer à améliorer les procédés de recyclage du bois. C'est-à-dire enlever les additifs qui sont présents dans le bois déchet, dans les anciens panneaux de particules, les anciens déchets d'éléments d'ameublement, pour pouvoir recycler ces particules pour en refaire des matériaux. Mais ce qui en fait une machine unique en France et peut-être dans le monde, c'est que cette technologie accepte aussi des fibres, comme le lin ou le chanvre, auxquelles on donnerait une seconde vie. Donc pour produire de nouveaux isolants, un isolant pour l'habitat par exemple, à partir de plantes locales, on peut améliorer les techniques actuelles pour aller vers l'application textile-habillement. Ces recherches universitaires intéressent hautement la région Grand Est qui participe avec l'Europe et des investisseurs privés à cette phase test. Le réacteur d'explosion à vapeur peut contenir 22 litres de matière et sera 30 fois plus grand pour être utilisé à l'échelle industrielle. On parle d'explosion vapeur parce que l'eau pénètre dans les fibres de bois durant la cuisson et au moment où on décomprime le réacteur, l'eau qui était dans le bois se vaporise et éclate, explose les fibres. Et ce n'est pas tout. L'eau injectée pour créer de la vapeur est aussi récupérée, répondant aux attentes de la chimie dite durable, avec des vertus différentes en fonction de la fibre qui était dans la cuve. On récupère également du liquide qui contient de nombreuses molécules qui peuvent être valorisées pour des tas d'applications dans l'industrie cosmétique, pharmaceutique. Et on a actuellement au LERMAP des projets de recherche sur la valorisation de ces liquides qu'on récupère. Du bioéthanol par exemple. Les recherches vont consister à étudier la qualité des matières extraites par ce procédé peu énergivore, un procédé qui existe depuis le début du XXe siècle mais dont l'étude avait été abandonnée après la Seconde Guerre mondiale avec l'avènement et l'abondance du pétrole. Phénomène expliqué ou inexpliqué, en Champagne, les Rémois ont eu la surprise de voir apparaître de longs filaments un peu partout dans le ciel avant de finir au sol. Intrigué, Antonin L'Huillier est allé poser la question à un spécialiste de la nature pour le journal de l'Union. Et sa réponse est étonnante. Écoutez.
Ce drôle de phénomène s'appelle le ballooning. Il s'agit d'un moyen de locomotion aérien pour les petites araignées. Afin de se lancer, elles lèvent leur abdomen, expulsent un fil et utilisent les courants d'air chaud, parfois sur plusieurs kilomètres. Mais alors, pourquoi en ce moment nous avons posé la question au Rémois Alexis Bourgeois, trésorier de l'association Mission Spider. Il nous précise que l'automne est une période très active pour les araignées avec de nombreux déplacements, notamment pour se reproduire. Et si vous êtes arachnophobe, pas d'inquiétude, ces araignées ne mesurent que 2 à 3 mm. Une page économie dans ce journal, le coût de la vie peut être un frein à l'implantation de fonctionnaires dans certains territoires. Depuis des années, des élus hauts-savoyards réclamaient une indemnité pour faire face au coût de la vie dans certains départements limitrophes de la Suisse. Le gouvernement a finalement décidé de l'octroyer aux fonctionnaires qui travaillent dans 62 communes de la Haute-Savoie et de l'Ain. Les précisions du ministre de la fonction publique au micro d'Emmanuel Jo, notre partenaire 8 Mont-Blanc. Je crois qu'on vient répondre à une problématique particulière et au fond, c'est une mesure de justice que je suis venu annoncer aujourd'hui. Elle a un coût financier, 25 millions d'euros, qui sera assumé. Ces 25 millions d'euros qui seront donnés en pouvoir d'achat aux 29 000 agents de la fonction publique dans 62 communes. Mais c'est un outil supplémentaire donné aux employeurs pour regagner en attractivité et, in fine, rendre le service public. Je vous propose maintenant de parler éducation et de confirmer ce vieux proverbe « La valeur n'attend pas le nombre des années ». 30 ans après avoir abandonné ses études de médecine pour des raisons financières, Bernard Pinault a repris son parcours universitaire et vient d'obtenir son diplôme. Maël Delmure l'a rencontré à Brest pour TBO et c'est étonnant, regardez. T'es même pas mort, t'es venu à la thèse. Voici les premiers mots de Bernard Pinault à sa mère, qui a dû attendre 67 ans pour voir son fils devenir médecin généraliste. Ce jeudi, le jeune nouveau médecin passait sa soutenance à l'université de médecine de Brest avant d'être diplômé. J'ai une partie âge normal, études jusqu'en 6e année, un petit arrêt de 30 ans, et puis ensuite reprise. Parce qu'entre-temps, ils avaient inventé le scanner, ils ont inventé l'IRM, ils ont inventé l'échographie, ils ont inventé des nouvelles thérapeutiques. Après une rapide délibération, le jury a décerné la mention la plus élevée possible à Bernard Pinault. Le médecin souhaite maintenant exercer à temps partiel sur l'île de Sein, en remplaçant un mois sur 2 la doctoresse sur place. Une bonne nouvelle pour l'île de Sein, dont le maire attend déjà avec impatience son nouveau médecin généraliste. Une île sans médecin ou infirmière, c'est une catastrophe. Donc on est très content si une solution est trouvée en remplacement du docteur Mastias, dont on regrettera le départ. Mais pour le moment, l'île de Sein va devoir tout de même attendre début novembre pour voir débarquer sur ses terres le nouveau médecin. Éducation encore, chaque année en France, ce sont 100 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme. Alors pour y remédier, l'école des 15, c'est son nom, mise sur un concept ambitieux, l'intégration par le sport. Alors c'est autour des valeurs du rugby que les élèves apprennent le dépassement de soi, le respect, le goût de l'effort aussi. Un reportage de Nathan Vacher pour TL7 dans la Loire. L'école est terminée pour aujourd'hui, mais ses élèves retournent en cours. L'école des 15 est née en 2013 à Aix-en-Provence. Elle est arrivée en mars 2022 à Saint-Étienne et accueille aujourd'hui 40 jeunes du CM2 à la 3e dans le but de lutter contre le décrochage scolaire. C'est mieux, on peut rire et on est moins nombreux, genre on peut poser des questions et tout, on peut parler et tout, c'est mieux. Je suis fière parce qu'on est dans comme une salle à 5 ou à 4, donc c'est plus simple pour nous de faire les devoirs, de faire le soutien. Ces élèves viennent au minimum 12 heures par semaine sur leur temps périscolaire. L'après-midi est divisé en 3 temps, autour desquels des échanges ludiques, du soutien scolaire et 2 heures de rugby sont observés pour pouvoir au mieux accompagner l'enfant dans un cadre de proximité. Pour le coup, c'est très enrichissant parce qu'on a autant de jeunes que de profils différents. On a une relation assez particulière avec eux puisqu'on n'est pas l'éducation nationale, on n'est pas la protection de l'enfance non plus. On est des personnes qui leur tendent la main et on leur dit à chaque fois on te tend la main, si tu la veux pas, ce sera un autre qui va la prendre, mais pour le coup on croit en eux. Avant le goûter, tous au vestiaire. Direction le stade de Janon pour frapper le ballon ovale. Avant d'entrer à l'école des 15, certains n'avaient jamais joué au rugby. Je connaissais mais je savais pas jouer. On court, on parle, c'est bien. L'activité sportive a été déterminée pour ses valeurs. L'école des 15 met en avant l'idée d'apprendre de ses erreurs, de progresser dans la difficulté, mais surtout d'aller de l'avant en équipe, que ce soit dans la salle de cours ou sur le rectangle vert.
Sport et éducation, eh bien Régis Henry les a toujours conjugués avec bonheur. Il fêtera ses 100 ans en février prochain. Si les années ont passé, la passion est toujours intacte pour ce supporter de la première heure. Instituteur, il a été le témoin privilégié de l'histoire du football local. Comme chaque week-end, il était bien sûr de la partie pour la rencontre opposant l'Estac à Auxerre. Et notre partenaire de Canal 32 l'a accompagné au stade de l'Aube. Regardez. Comme avant chaque match de l'Estac, Régis Henry se prépare. Au mois de février, il fêtera ses 100 ans. Les années ont passé, les souvenirs se brouillent parfois. La passion du football, elle, est toujours intacte pour ce supporter de la première heure. Je suis né le 10 février 1924. Quand j'étais jeune, j'ai fait du football. Bon, j'étais supporter de la STS et puis de tous ceux qui ont suivi. Je suis allé au stade de l'Aube, j'avais quel âge j'avais? J'avais 12 ans. Le stade de l'Aube, Régis le connaît bien. Il est né peu avant son inauguration. Les derbys face aux Reims de Juste-Fontaine, la Coupe d'Europe à l'aube des années 2000. Ce samedi après-midi, c'est un autre derby qu'il s'apprête à vivre face aux voisins auxerrois. 14h sonne, l'heure de partir pour le stade. Régis n'a plus de voiture, c'est Roland, son ami, qui assurera le trajet. Une amitié insolite née il y a 8 ans. La première rencontre que j'ai faite avec Régis, c'était au stade de l'Aube. J'allais prendre mes places. Et puis j'ai vu arriver Régis. Alors je dis, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, je vais au match. Voilà, j'ai dit, c'est bien. Et je dis, venez avec moi, j'ai une place de libre. Attendez, qu'il me dit, je vais prendre la place. J'ai dit, non, je vous la donne, on y va ensemble. À 15h, le coup d'envoi est donné et l'ambiance est au rendez-vous. 90 minutes plus tard, malheureusement, c'est la douche froide pour les Stacks. Défaite 2-1. Je reviendrai quand même. Comme n'importe quel supporter, Régis est déçu. Il reste malgré tout philosophe, avec l'espoir d'avoir encore quelques beaux matchs devant lui. L'année prochaine, Régis et son épouse Liliane auront tous les deux 100 ans. Il faut courir vite, mais surtout ne pas en perdre une goutte. La course des garçons de café de Grenoble est l'occasion de mettre en avant les métiers de la restauration et de l'hôtellerie. Dans cette épreuve atypique, le vainqueur n'est pas forcément le plus rapide, vous allez le voir. Émilien, d'ailleurs, le vainqueur du jour, l'a expliqué à Ambre Crozet pour Télé Grenoble. Ça fait plaisir, un peu essoufflé parce que étonnamment on a quand même 400 mètres à parcourir, donc c'est assez imposant. Le plus dur dans l'épreuve, c'est vraiment de garder tout sur le plateau, de ne pas faire renverser, tout en prenant les distances avec chacun. Voilà, c'est bien d'amortir sur les jambes et puis on regarde tout droit, quoi. Voilà de futurs serveurs donc qui deviendront peut-être sommeliers et serviront à leurs clients l'unique vin récolté à Paris. C'est d'ailleurs notre partenaire 20 Minutes TV qui a assisté aux vendanges à Paris, au Clos Montmartre. On regarde le reportage. Depuis 8h ce matin, les employés de la ville de Paris coupent les grappes de raisin. Le Clos Montmartre livre la récolte de sa nouvelle cuvée de vin, une véritable tradition. On va faire quelque chose d'assez exceptionnel dans une ville aussi dense que Paris et dans un arrondissement aussi dense que le 18e. On va couper du raisin. On va faire de l'agriculture parce que le 18e, c'est Montmartre, c'est aussi un arrondissement agricole. Et donc tous les ans, au mois de septembre, on vendange, on coupe le raisin, on offre ce raisin au comité des fêtes et d'action sociale du 18e qui vont faire du vin. Et on prépare ce grand moment de la vie de l'arrondissement qui est la fête des vendanges. Et les grappes de raisin parisiennes ne quittent pas un seul moment le 18e arrondissement. On fait le vin physiquement dans la mairie. Je crois que c'est la seule mairie de France à l'intérieur de laquelle on fait du vin. Et ce qui est atypique aussi, c'est cette continuité. Depuis 90 ans, on fait ce jus de raisin puis ce vin et on le fait au bénéfice des plus pauvres et des plus en difficulté. Au sous-sol de la mairie, les grappes arrivent par caisse. Première étape, trier les grains destinés au vin rouge et au rosé. Ça, c'est pas mûr, par exemple, ça. Ça, c'est pas mûr. L'idéal pour un vin rouge, c'est avoir des petites grappes avec des petits grains. Pour un rosé, c'est d'avoir des grappes qui vont avoir une taille un peu plus grande et qui vont avoir surtout beaucoup plus de jus. Un processus de vinification en 3 étapes. La première, les raflages. Les rafles, c'est ça. C'est la partie verte de la grappe. Ça, c'est la rafle. Donc on va enlever parce que ça donne des goûts végétaux, amers. Les raisins passent ensuite dans le ballon du pressoir, puis la cuve de macération, où ils reposeront 1 à 3 semaines. Si le processus est le même, impossible de savoir le goût de cette nouvelle cuvée. C'est ça qui est intéressant avec le vin, c'est qu'il est différent tous les ans. Et pour le découvrir, il faudra attendre la fin de la période d'élevage du vin. Les 1500 bouteilles seront vendues lors de la 91e édition de la Fête des Vendanges en 2024.
Voilà, avant de nous quitter, je vous propose de partir à la découverte d'un trésor bien gardé, la basilique de Pibrac. À quelques kilomètres de Toulouse, cette basilique Sainte-Germaine fait forte impression. Ce monument de style romano-byzantin est unique en son genre. Et Mathis Gardan et Clément Gassi sont nos guides pour la Dépêche du Midi. Elle est particulière d'abord parce qu'elle n'a pas été finie, hein, et que c'était un projet qui était surdimensionné par rapport à la taille du village. Il y a une église et une basilique, juste face à face, c'est quand même énorme. On a un hôtel rond aussi, ce qui est quand même pas tout à fait normal. Normalement, un hôtel devrait être rectangulaire. Et on a pris un petit os du pied de Sainte-Germaine, dans les reliques que l'on a, et on a scellé dans l'hôtel un métatarse, un tarse et un métatarse de l'hôtel de pied de Sainte-Germaine. Il n'y a aucune dorure. Il n'y a rien de chair, mais il n'y a que des choses qui sont données avec le cœur. C'est-à-dire vous avez beaucoup de tapisseries qui ont été données. Sainte-Germaine méritait d'avoir une basilique. On s'aperçoit qu'il y avait eu des miracles en pagaille, qu'il y avait des choses. Et quand on regarde maintenant ce qui se passe avec les gens qui viennent, il se passe toujours des choses extraordinaires. Mais il n'est pas rare, moi, quand je fais des visites comme ça, que des gens viennent me dire, vous savez, je suis miraculé de Sainte-Germaine. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.